Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un diagramme camembert ou donut en utilisant du JavaScript et les SVG. Donc le principe, ça va être de créer ce genre de graphique. On va avoir une animation à l'apparition et on aura un effet de survol qui permettra d'afficher le libellé. Donc tout ça va être configurable, on va pouvoir choisir d'avoir un donut plus ou moins gros, on pourra carrément ne pas mettre de creux au niveau du centre, on pourra choisir les couleurs et changer les pourcentages. Donc on veut quelque chose d'assez dynamique. Alors tout de suite, on peut se demander aussi pourquoi ne pas utiliser des librairies qui permettent de faire ça directement. Pourquoi s'embêter à faire le code nous-mêmes? Il y a deux raisons. La première, c'est que les librairies gèrent en général tout un tas de graphiques que nous, on ne va pas forcément utiliser. Là, on veut juste un graphique en camembert, donc c'est un petit peu dommage d'importer une librairie JavaScript complète pour juste un type de graphique. L'autre problème, c'est que les librairies sont très intéressantes, sauf qu'elles sont assez difficilement personnalisables dans certaines situations. Donc si vous avez des besoins très particuliers, ça peut être compliqué, et savoir faire le code de nous-mêmes, c'est toujours intéressant pour se sortir de certaines de ces situations. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici créé une page HTML basique et je vais vous expliquer le principe qui va régir notre système de diagramme. Alors l'astuce, ça va être d'utiliser un SVG qui a la possibilité de dessiner des arcs de cercle. Donc à ce niveau-là, je vais créer un SVG et je vais lui donner une viewbox qui commencera à -1, -1 et qui aura une largeur de 2 et de 2. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que le point 0, 0 se trouve au centre du SVG, ce qui simplifiera les calculs lorsque l'on parlera de cosinus. Et ensuite, je ferme mon SVG. Alors là, par défaut, il va être tout petit, donc nous, on va faire un petit peu de CSS pour l'agrandir. Donc au niveau de mon style, je vais préciser que le SVG, pour l'instant, a une largeur de 100 et une hauteur de 100. Maintenant, à l'intérieur de ce SVG, je vais dessiner une part de mon camembert. Donc je vais pour cela utiliser un chemin, path. Je vais lui donner une couleur de tracé, donc on va mettre ici du noir. Et je vais en profiter aussi pour lui donner une largeur de tracé. Et il faudra faire attention, ça ne sera pas en pixels, mais ça sera relatif à toutes ces valeurs-là. Donc pour l'instant, on va mettre 0,1. Donc maintenant, on va tracer notre élément. Donc on va utiliser pour cela l'attribut D, et on va placer notre stylo, si vous voulez, au centre. Donc pour cela, on utilise M comme move, et on met 0, 0. Ensuite, on va dessiner une ligne vers la droite. Donc on utilise L comme line. On va mettre 1 en X et 0 en Y. Je sauvegarde et là, je vois bien ma petite droite. Maintenant, j'ai envie de faire un arc de cercle qui fera un quart de cercle. Alors ce que l'on peut faire, c'est utiliser A. A va permettre de dessiner un arc de cercle. Si vous cherchez au niveau de la documentation, donc si vous allez sur MDN, vous pouvez faire arc, SVG, path, et vous allez avoir un petit peu d'informations à ce niveau-là. Donc si je descends, hop, je vais chercher arc, et je tombe sur ça. Donc la valeur, on prend Rx et Ry qui seront les rayons. Donc par rapport à mon système, le rayon, ça sera 1. Donc ici, je vais mettre un Rx et un Ry de 1. Ensuite, on a le X-axis rotation. C'est une valeur qui est intéressante si on a un arc de cercle qui est autour d'une ellipse et ça permet de faire pivoter l'ellipse. Nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va mettre 0. Ensuite, on a deux drapeaux, on a large arc flag et sweep flag. Donc pour l'instant, on va mettre 0 et 0 pour les deux. Et ensuite, je vous expliquerai l'impact qu'ont ces valeurs. Et enfin, on va mettre X et Y. Donc nous, on veut faire un arc de cercle vers le bas. Donc ici, on va mettre en Y 1 et en X 0. 0 et 1. Je sauvegarde et voilà ce que ça donne. Alors ça fait un petit peu n'importe quoi et c'est normal parce que ici il fait l'arc de cercle vers le centre. Donc ça c'est lié à la valeur du sweep flag. Si vous mettez 0, ça va le faire dans cet ordre-là. Et si je fais 1, ça le fera dans l'autre sens. Et vous voyez que ça me donne plus quelque chose qui ressemble effectivement à un arc de cercle. Le large arc flag permet de lui demander comment il doit tracer le tracé. Est-ce qu'il doit prendre le chemin le plus court, ce qu'il fait ici, ou le chemin le plus long? Donc si je mets ici 1, vous allez voir qu'il va prendre le chemin le plus long, donc il va faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Alors là, on ne le voit pas parce que notre viewbox est un petit peu trop petite, mais si je mets 4 et 4, voilà ce qu'il fait. Vous voyez qu'il fait un cercle en prenant le chemin le plus long. Donc ça va être intéressant quand on aura des graphiques qui seront au-delà de 50%, il faudra lui dire d'utiliser le chemin le plus long. Mais par contre, pour des éléments plus petits que 50%, il faudra utiliser le chemin le plus court. Et une fois que l'on a fini, on fait encore une ligne en revenant vers le centre de l'écran. Et là, on a notre forme finale. Si j'utilise plutôt un fill plutôt qu'un stroke, parce que ça va dépasser un peu sur le bord, vous voyez que là, on a bien notre quart de cercle.
Et c'est comme ça que l'on va pouvoir dessiner notre diagramme en calculant le point de départ et le point d'arrivée. Et automatiquement, on va utiliser le système d'arc de cercle pour tracer les choses. Donc à chaque fois qu'on va utiliser un arc de cercle, les deux valeurs que l'on va véritablement changer, c'est simplement le point d'arrivée en X et en Y. Voilà pour le principe de base. Donc maintenant, il va nous falloir justement écrire ce code-là. Donc comme vous le savez, moi je suis un grand fan des custom elements, donc on va créer un custom element que l'on va appeler PyChart. Sur ce custom element, on va lui passer des données, donc moi je vais simplement mettre un attribut data et on mettra des données séparées par un point virgule. Donc là c'est une convention personnelle, vous pouvez choisir de faire autrement, mais moi j'ai choisi de faire comme ça. Ensuite, on rajoutera des valeurs qui permettront de spécifier le gap au centre pour un donut, qui permettront de spécifier les labels, mais pour l'instant on va se contenter de simplement fermer notre élément. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un autre PyChart qui lui aura des données un petit peu différentes. On va faire un 10 et un 90, donc histoire d'avoir un diagramme qui sera un petit peu différent en termes de proportions. Donc maintenant, on va passer sur la partie JavaScript pour générer cet élément-là. Donc je ne vais pas garder cette partie SVG, mais je vais la remplacer par un PyChart. Comme ça va me permettre de sélectionner tous les éléments qui correspondent à ce tag et de leur donner une largeur et une hauteur spécifiques. Maintenant, je vais créer la partie script. Donc, on va faire un script. On va mettre src. On ira chercher un fichier que l'on va appeler app.js et on va le mettre en defer pour le charger après le parsing de notre page. Je vais aller créer tout de suite ce fichier-là que je vais appeler app.js et à l'intérieur, je vais définir mon custom element. Pour cela, je crée une classe PyChart qui va extends d'un HTML element. Tout de suite, j'utilise un custom element.define pour enregistrer mon custom element qui va donc s'appeler PyChart et qui va utiliser cette classe-là. Voilà. Donc ça permet maintenant de ne plus avoir d'erreur et tout le système devrait fonctionner. Donc je vais garder ma console ouverte pour voir si j'ai des éventuels problèmes. Peut-être on va mettre dans le constructeur, juste pour tester, un appel à la méthode parente et on fait un petit console.log hello. Voilà, juste pour s'assurer que ça fonctionne bien et on a bien deux hello. Alors dans ce constructeur, on va commencer par créer une nouvelle racine avec un shadow root. Donc ça va permettre de créer une structure HTML qui va être isolée du reste de la page. Donc à ce niveau-là, on fait const shadow égale this.attach shadow. On va mettre un objet d'option et on mettra un mode open. Bon, ce mode n'a pas réellement d'expérience parce qu'on ne l'exploitera pas depuis l'extérieur, mais bon voilà, c'est juste parce qu'il faut en mettre un. Ensuite, on va créer une variable qui va permettre de sauvegarder les différentes couleurs des différents chemins. Donc là, c'est un tableau que moi j'ai déjà créé. J'ai pris quelques couleurs qui étaient sympas, mais vous pouvez faire comme vous voulez. On rajoutera une option qui permettra de changer les couleurs par la suite. On va aussi en profiter pour extirper les données. Donc on va faire un const data et on fera un this.getAttribute. On récupérera l'attribute qui s'appelle data. Et cet attribut, on va splitter les différentes valeurs par rapport au point virgule, ce qui va nous donner un tableau contenant les différentes datas et on peut s'en assurer en faisant un console.log pour être sûr. Histoire de travailler un petit peu plus simplement par la suite, on va mapper les différentes valeurs et utiliser un parse float, histoire de s'assurer d'avoir toujours des floats pour le reste de l'exécution du script. Ça permettra, quand on voudra faire des sommes, des choses comme ça, d'aller un petit peu plus vite. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à construire notre SVG. Alors là, vous avez deux solutions. La première, c'est de commencer à faire des documents.createElement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas trop m'embêter et me créer une fonction qui permet de, à partir d'une chaîne de caractères, construire du DOM. Donc c'est une fonction qui n'est pas très complexe. On va l'appeler string2DOM. C'est une fonction qui prendra donc en paramètre une chaîne de caractères et qui retournera du DOM. À l'intérieur, on fait un return document.createRange .createContextFragment. Donc là, on va lui passer justement la chaîne de caractères. Et après, on extrait le premier enfant. Voilà, donc c'est une petit snippet que je vous donne qui permet comme ça, à la volée, de pouvoir créer un élément DOM à partir d'une chaîne de caractères. Maintenant, je vais pouvoir créer mon SVG. J'utilise ma fonction string2DOM. Je vais lui passer, en utilisant des backticks, hop, donc un SVG. Notre viewbox, on l'avait dit, c'était -1, -1, 2, 2. Et à l'intérieur, on mettra nos différents chemins. Donc là, je ferme mon SVG. Pour l'instant, je le laisse vide. Et maintenant, ce SVG, je vais l'attacher à mon shadow DOM. Donc je fais shadow.appendChild et on rajoute notre SVG. Si vous voulez regarder, on peut faire un console.log de SVG pour que vous voyez le type. Donc c'est bien un élément de type SVG, c'est à ça que sert le first child. Si on ne mettait pas first child, on aurait un document fragment
qui est un fragment qui va en fait contenir nos enfants. Donc en mettant ici le point first child, ça nous permet d'extraire directement un élément. L'inconvénient, c'est que notre string toDom ne peut pas avoir 2 éléments racines. Mais dans notre situation, ça fonctionne parfaitement bien. Et maintenant, si je regarde mes différents pie charts, on a bien notre SVG avec les viewbox. Donc ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est créer autant de chemins que l'on a de données dans notre graphique. Et ensuite, on pourra dessiner à l'intérieur de chacun de nos chemins. Donc on pourrait créer nos éléments de type path et ensuite leur mettre directement le bon chemin. Le problème, c'est que vu qu'on veut un effet d'animation à terme, mieux vaut d'abord créer les éléments et ensuite seulement changer le chemin. L'avantage, c'est qu'ensuite, on pourra modifier la fonction pour pouvoir faire l'animation. Donc dans cette partie-là, on crée les chemins. On va créer nos chemins. Donc on va faire un vis.path, histoire de les persister. Et on va prendre nos différentes données. Donc on va faire un data. Et on va mapper dessus. Ce qui nous intéresse, c'est pas véritablement la donnée pour l'instant. Donc on va mettre un underscore. C'est plutôt l'index, parce que l'index nous permettra de choisir la bonne couleur. Donc à l'intérieur, l'objectif, c'est de retourner un chemin. Donc on commence par créer un nouvel élément. Donc on fait un path égale document.createElement. Alors attention, on n'utilise pas createElement directement, mais createElement ns. Pour pouvoir lui dire, ça va être un élément qui se situe dans la partie SVG. Et on crée un élément qui donc est un chemin. Si vous faites un createElement basique, il ne va pas comprendre que c'est quelque chose qui a pour but d'être dans un SVG. Et ensuite, quand vous allez appliquer certaines modifications, ça ne va pas fonctionner correctement. Je vais ensuite lui donner une couleur, donc on fera un path.setAttribute et on utilisera l'attribut fill pour le remplir d'une certaine couleur. Alors la couleur, on va la créer en amont, histoire de gagner un peu de temps. Donc on fera un colors, qui est notre tableau de couleurs, et on prendra k. Alors le problème de k, c'est que ça peut aller au-dessus de notre valeur là. Donc on lui dira de faire un modulo colors.length -1. Comme ça nous assure d'avoir une couleur dans le tableau, et si jamais c'est plus grand que le tableau, ça revient à la première valeur. Et du coup, dans le fill, je vais lui dire de mettre la bonne couleur. Et une fois que j'ai ce chemin, je me contente de le retourner. Maintenant, je suis content, j'ai l'ensemble de mes chemins, mais il va falloir quand même aussi les ajouter à notre SVG. Donc voilà. Donc si je sauvegarde, voilà ce que ça me donne. On a bien un SVG et on a maintenant nos différents chemins avec les couleurs. Si je regarde le second SVG, hop, on a notre shadow route qui est ouverte et à l'intérieur, on a seulement nos 2 premiers chemins. Impeccable. Donc à partir de là, il va falloir dessiner notre SVG pour pouvoir faire les formes, c'est-à-dire remplir l'attribut D dans chacun de nos chemins. L'avantage, c'est que les chemins sont sauvegardés ici, donc il va juste falloir les parcourir. On va pour cela se créer une méthode draw qui va permettre de dessiner nos chemins. Pour cette méthode draw, on va avoir besoin de connaître la position des points, le total, les pourcentages à appliquer. Donc on va devoir récupérer les données. Donc les données, plutôt que de simplement les conserver ici, on va les mettre sous forme de propriétés, comme ceci. Hop. N'hésitez pas aussi, si vous en avez besoin, à rajouter des commentaires. Donc ça c'est important pour une meilleure compréhension du code. Donc on va lui dire qu'on aura une propriété qui va s'appeler data et qui sera du coup un tableau de nombres. Et on va l'appeler data. On aura une autre propriété qui sera chemin. Donc ça va être un tableau de HTML, plutôt SVG, path element. Et ça sera pareil, les chemins. Donc ça c'est important, ça permet ensuite de mieux s'y retrouver. Et la méthode draw, on ne va pas l'appeler directement ici, on va l'appeler quand l'élément est connecté. Donc on utilisera pour cela les connected callback des custom elements qui se déclenchent quand l'élément est ajouté au DOM. Et quand l'élément est ajouté au DOM, on va lui demander de déclencher le dessin. Voilà. Donc dans cette partie draw, c'est là où on va avoir notre logique. Donc d'abord, on a besoin de connaître la somme de tous nos éléments. On pourrait la calculer en amont. Là, à vous de voir. Moi, j'estime qu'en termes de performance, ce n'est pas forcément très important vu qu'on n'aura pas des tonnes de données. Donc, on va faire un vis.data.reduce. On prend l'accumulateur. On prend ensuite la valeur et on va prendre l'accumulateur auquel on ajoute la valeur. Et on lui dit de commencer à 0. Donc ça va nous donner le total pour l'ensemble de nos graphiques. Donc, on va avoir deux totaux plutôt différents, un à 140 et un à 100. Ensuite, on va vouloir dessiner les points. Donc pour dessiner les points et les placer correctement, on va devoir utiliser de la trigonométrie et un système d'angles. Donc on va commencer par créer un angle, donc on va faire évoluer au fur et à mesure. Donc on va utiliser un let ici et on lui donnera comme valeur initiale 0.
Ensuite, on va lui donner aussi le point de démarrage. Donc si on reprend notre idée de tout à l'heure, c'est un point qui se situe à l'index 1 en x et 0 en y. Alors pour représenter mes points, parce que peut-être j'aurai besoin de faire des opérations dessus, je vais me créer une classe, ça me permettra d'un petit peu mieux m'organiser. Donc je vais créer une classe point, et cette classe, elle va avoir au niveau de son constructeur une valeur en x qui sera un nombre et une valeur en y qui sera un nombre. Et à l'intérieur, je vais me contenter d'initialiser ces deux valeurs-là. Et je n'oublie pas de faire un égal, sinon j'initialise rien du tout. Donc à ce niveau-là, le point de départ, ça va être un nouveau point qui commence en 1 pour x et 0 en y, comme tout à l'heure. Ça va être le point de démarrage de tout notre cercle. Donc on va s'imaginer pour l'instant seulement tracer la première partie de notre graphique. Donc on fera un vis.paths qui nous permet d'avoir les chemins. On prendra le chemin à l'index 0 et on fera un set attribute et on va définir l'attribut t. Ensuite, on lui précisera que l'on commence à l'index 0, 0. On fera une ligne. Donc là, la ligne, elle sera vers le point de démarrage. Donc pour ne pas nous embêter, et c'est l'intérêt d'avoir créé une classe, on fera un toSVG path. Et là, on mettra directement que ça retournera une chaîne de caractères. On utilisera des backticks et on retournera vis.x et ensuite vis.y. Si on peut gagner un petit peu de temps, il ne faut pas se priver. Donc à ce niveau-là, on fait une ligne vers le point de démarrage. Et ensuite, on lui demande de faire un toSVGPath. Alors j'ai oublié de faire des backticks, ce qui fait qu'il ne va pas interpréter mon code. Voilà. Et là, on fait toSVGPath. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais regarder au niveau de mes éléments, je vais prendre mon premier SVG et je vois bien que le chemin apparaît correctement. Pour l'instant, rien ne s'affiche à l'écran parce qu'évidemment, on n'a mis qu'une couleur de remplissage, on n'a pas de tracé qui devrait être visible. Mais si on fait un petit essai rapidement, on va mettre un L, 1, 1 et ensuite une ligne à 0, 0, hop, on voit bien que ça s'affiche. Donc ça veut dire que cette partie des siens, elle marche correctement. Donc le truc, c'est que nous, on a envie de faire un arc de cercle et on a besoin de connaître le point de démarrage et on a besoin de connaître le point d'arrivée. Et on va devoir utiliser pour cela de la trigonométrie. Donc on va devoir calculer le ratio. Donc le ratio de notre élément, ça va être dans notre cas data 0 et on va la diviser par le total. Donc ça va nous donner une valeur entre 0 et 1 qui nous exprime le pourcentage que représente cette donnée-là. Alors là, attention, c'est vis.data. Donc ça nous donne par exemple 28% pour le premier et 10% pour le suivant. C'était normal parce qu'on avait mis 10 puis 90. Donc à partir de ce ratio, on peut calculer un angle. Donc un tour de cercle complet, c'est 2 fois pi. Donc nous, dans notre cas, on va multiplier ça par 2 fois mat.pi. Donc ça nous donne la valeur de l'angle que l'on souhaite appliquer. Donc cette valeur-là, on va l'ajouter plutôt à l'angle original. Comme ça va nous permettre de faire grandir au fur et à mesure qu'on rencontre des parts de notre camembert, notre angle. Donc là, on fera un angle plus égal ça. Une fois qu'on a cette valeur-là, on peut calculer la position en x et en y grâce au cosinus et au sinus. Le cosinus d'un angle nous donne la position en x, le sinus d'un angle nous donne la position en y. L'avantage, c'est que vu qu'on a utilisé un repère qui commence entre moins 1 et moins 1 et qui va vers 1, 1, directement la valeur de cosinus va pouvoir être appliquée. Donc à ce niveau-là, on fait un arc de cercle, on lui donne un rayon en x de 1, un rayon en y de 1, une valeur de 0 en rotation. Le large flag, pour l'instant, on va mettre 0. Ensuite, on va lui donner une sweep flag à 1. Ça, on avait vu que de toute façon, ça allait être 1. Et là, on a besoin de calculer la position du point avec l'angle. Donc moi, je ne vais pas m'embêter pour séparer les choses. On va créer ici une méthode statique qui va s'appeler fromAngle, qui permettra d'initialiser un point à partir d'un angle. On lui passe un angle et ça va nous retourner un nouveau point qui aura comme position en x le cosinus, donc ça sera mat.cos de l'angle, et ensuite ça nous donnera la position en y qui sera mat.sinus de l'angle. Donc à ce niveau-là, hop, je peux créer une constante que je vais appeler end. Je vais lui dire de créer un nouveau point depuis notre angle, qui sera donc angle, et ensuite je peux utiliser ce end à ce niveau-là pour pouvoir avoir le chemin au niveau du SVG. Et si je sauvegarde, hop, on me sort une petite erreur parce que ça c'est effectivement une fonction et on voit bien qu'on a ici notre arc de cercle.
Et après, je trace une ligne vers la fin, même si là, par défaut, il le fait automatiquement pour le remplissage. Donc là, j'ai une valeur qui est je ne sais pas combien de pourcents, et là, j'ai une valeur qui représente 10%. Donc ce qui nous reste plus qu'à faire, c'est faire ça de manière automatique dans une boucle. Donc ici, on va lui dire pour k allant de 0 à la valeur du nombre d'items, donc ça sera this.data.length, on incrémente k++. À ce niveau-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir lui dire que le point de départ, ça sera start. Donc ça, pas de problème. L'angle, je l'incrémente, pas de problème non plus, sauf que je vais l'incrémenter par rapport à la valeur qui correspond à k. Ici, je vais modifier le chemin qui correspond à l'index k, et à la fin, il ne faut pas que j'oublie de mettre à jour le point de démarrage. Si on a fait ici 10%, la prochaine partie du graphique, elle va commencer à ce niveau-là. Donc elle commencera comme point de démarrage au point final du point précédent. Donc ici, on lui dira start égale end. Voilà. Je sauvegarde. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'assez anormal à ce niveau-là. Mais sur ce graphique-là, on a déjà un bon résultat. Donc là, on a le problème, c'est ce que je vous disais avec le large flag. Il va falloir lui dire que, vu qu'on a un 90%, il va falloir plutôt utiliser le chemin le plus long. Donc c'est cette valeur-là qu'il va falloir changer. Donc on va créer simplement une constante que l'on va appeler large flag, et on va lui dire que si le ratio, alors le ratio on l'a à ce niveau-là, donc on va le sauvegarder dans une variable. Si le ratio est supérieur à 0,5, dans ce cas-là, on affichera 1. Dans le cas contraire, on affichera 0. Et maintenant qu'on a ce large flag, on va pouvoir le remplacer au niveau de notre graphique. Donc ça, c'était la valeur de rotation, et ça, c'était notre large flag. Et on voit bien que dans le cadre de notre graphique 1090, on a cette apparence-là. Et dans l'autre cas, ça fonctionne toujours bien. Donc le large flag nous permet de résoudre ce souci-là. Et déjà, vous le voyez en quelques lignes, là on a à tout péter 50 lignes de code, on a déjà fait quelque chose capable de tracer un joli graphique. Alors maintenant, on aimerait bien mettre en place un petit espace entre les éléments. Par exemple, on le voit sur Chart.js, on a un petit trait blanc qui sépare un petit peu mieux le graphique. Alors moi, je suis parti sur une première idée qui était assez compliquée, c'est-à-dire de bouger les points, de changer le calcul d'angle, mais on a une solution beaucoup plus simple en utilisant un masque. L'idée, ça va être de créer par-dessus notre graphique un petit masque. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à ce niveau-là, je vais créer un premier groupe. Je vais créer un groupe et je vais lui dire d'utiliser un élément comme masque. Et pour l'instant, on va se contenter simplement de faire un groupe. C'est ce groupe-là que l'on souhaitera ensuite utiliser pour ajouter nos différents chemins. On va vouloir les ajouter dans le groupe et non plus dans le SVG. Donc je vais créer une constante qu'on va appeler pathGroup et je vais lui dire de faire tout simplement un svg.querySelector et d'aller chercher l'élément qui s'appelle G. À ce niveau-là, je fais un appendChild sur le groupe plutôt que sur le SVG. Ça ne change rien pour l'instant. Ensuite, on va créer un autre groupe qui sera notre masque. Alors, le problème, c'est que ça va aussi s'appeler G du coup. Du coup, ici, pour l'instant, on va lui donner un ID, on va l'appeler pathGroup, et on utilisera pathGroup dans notre querySelector. Et ici, on lui donnera une classe, et on lui dira que ça sera masqueGroup. Alors, pour l'instant, je ne fais pas un masque, tout simplement pour que vous puissiez voir à quoi va ressembler notre masque avant justement de l'utiliser. Lorsque l'on crée un masque, tout ce qui va être blanc va être visible, tout ce qui va être noir ne le sera pas. Donc si par exemple on a envie de créer un donut, il va suffire de créer ici un cercle. On lui donnera un range particulier. Donc par exemple on peut mettre 0,2 pour que ça prenne 20%. Et on pourra le remplir de noir. Donc ici je mettrai black. Et je ferme ensuite mon cercle. Pour que le reste soit visible, je vais faire un rectangle blanc. Donc je vais créer un rect. Je vais lui dire de prendre comme position en X -1. Comme position en Y, hop, -1 aussi. Et ensuite une largeur de 2 et une hauteur de 2. C'est pas évident parce que quand on n'a pas la coloration syntaxique, c'est pas pratique. Sauf que ce petit rectangle là, je vais le remplir de blanc. Hop. Et je vais le mettre sous le cercle. Donc je vais mettre le cercle après coup. Si maintenant j'utilise ça comme masque, donc il me suffit de remplacer le groupe par un masque, je vais pouvoir l'utiliser à ce niveau-là. Il faudra juste que le masque ait un ID particulier. Donc là, on va l'appeler graph masque.
Donc normalement, si on est sur du Shadow DOM, on peut avoir plusieurs fois le même ID vu que c'est au sein d'un Shadow DOM particulier. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire que le masque à utiliser, ça sera l'URL vers le chemin dièse graph masque. Et là, on obtient bien notre résultat. Vous voyez que ce qui était noir devient transparent. Si jamais je mets une couleur de fond à mon body ici, background color, et on va mettre du gray, hop, c'est bien transparent, ça marche bien. Bon, encore une fois, on va pour l'instant garder des groupes. Ça nous permettra de visualiser les choses. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est espacer les éléments. Donc, ce qu'il va nous falloir faire, c'est simplement tracer des lignes qui vont séparer chacun des graphes. Donc, en plus de dessiner nos chemins, on va créer une ligne pour chacun de nos camemberts. Donc, à ce niveau-là, on va aller à la ligne et on va créer un ensemble de lignes. Je vais copier ce code-là, hop, le coller ici. On va l'appeler lines. On fera un vis.data.map. Comme d'habitude, on n'a pas besoin des couleurs. On va créer une ligne, donc on utilisera ici line plutôt que path. Ensuite, on précisera un set attribute et un stroke. Donc on mettra un stroke qui sera en noir, histoire que ça permette de masquer les choses. Et on changera aussi le stroke width pour quelque chose de très léger. Donc on ira vers du 0,1 pour l'instant et on affinera en fonction de la situation. Ça, on l'a renommé, donc on va faire line et on va rajouter ces lignes au masque groupe. Donc pour l'instant, ces lignes ne seront pas visibles parce qu'elles n'ont pas de chemin. On va peut-être en profiter pour leur préciser à chacune qu'elles commenceront toutes du centre. Donc on va préciser que le x1 il sera 0 et le y1 il sera 0. Comme ça nous évite de faire ça dans la partie dessin pour rien. Donc une fois qu'on a toutes ces lignes-là, il va falloir les dessiner. L'avantage, c'est qu'à ce niveau-là, on a été capable de calculer le point d'arrivée. Donc il suffit pour chacune des lignes d'utiliser le point d'arrivée ici. Donc à ce niveau-là, on fera un vis.lines, on prendra la ligne à l'index k et on fera un set attribute et on modifiera l'attribut x2 et on lui dira de prendre la valeur de x du point. Donc ça sera end.x et on fera la même chose pour y. Donc y2 sera égal à end.y. Si je recharge la page, on voit bien qu'on a ici ces petits tracés qui vont venir se placer au niveau de notre graphe. Bon, le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop gros, donc vous affinez un petit peu. Et maintenant, on peut revenir à notre masque. Voilà. On fait un masque à ce niveau-là. On n'a plus besoin des classes parce que finalement, on a un groupe, un masque. Donc on peut directement utiliser les éléments comme sélecteur. Donc on fera ici G pour le groupe et M pour le masque. Voilà. Et pour que ça marche, on va remettre l'attribut correctement et on a bien nos espaces qui sont créés. Et vous voyez que ça nous permet d'espacer un petit peu les éléments. Donc après, à vous d'affiner en fonction de la valeur, voilà, pour donner un trait plus ou moins gros, pour créer plus ou moins d'espacement. On peut évidemment rendre ça personnalisable. Donc ici, on mettrait un gap et on lui dirait, alors combien c'était? On va laisser cette valeur-là, je trouve que c'est pas mal par défaut. C'était où? 0,02, on va mettre 0,15 et on s'imagine que là on veut un graphique qui est assez gros, donc on mettra 0,06. Voilà, donc ça permettra de déterminer le gap qu'il y aura entre chaque élément. Donc au niveau de notre JS, lorsque l'on dessine les lignes ici, on va sauvegarder le gap en amont, donc on fera un const gap égale vis.getAttribute, on récupère l'attribut gap et si cet attribut n'existe pas, on va venir lui donner une valeur initiale qui serait 0,015. Voilà la valeur que l'on voudrait. Maintenant, j'utilise le gap à ce niveau-là. Et j'obtiens bien un gap différent suivant mes graphiques. Si je le veux aussi, je vais pouvoir régler la valeur de donut. Donc là, ça sera le centre. Donc on mettra 0,2. Et l'idée, c'est de ne pas mettre de centre si on n'en a pas besoin. Donc le rayon ici, ça va être le rayon du donut. Donc on mettra une constante donut et on fera un vis.getAttribute, on récupérera donut et si cette valeur n'existe pas, on mettra 0. À ce niveau-là, je remplace le rayon de mon cercle par mon donut et ça me donne ici quelque chose qui est bien au centre. Alors idéalement, il faudrait quand même, je pense, une toute petite valeur, voilà, histoire d'avoir un truc centré, mais sinon, voilà, on peut régler comme ça le donut d'un graphique à l'autre. Là, peut-être 0,01, c'est un petit peu grand. 0,02. En fait, j'aimerais bien juste avoir un petit arrondi qui fait à peu près la même taille que ce truc-là.
Bon, là, vous affinez jusqu'à trouver une valeur qui vous convienne. Alors maintenant, on aimerait bien créer l'effet d'animation. Quand on charge la page, on veut que ça se déploie avec un effet de rotation. Le gros avantage, c'est qu'en fait, on a quasiment tout qui est fait. Dans la partie Draw, on calcule un angle. Si on change la valeur de cet angle-là, ça va permettre de réduire ou de faire grandir les différentes formes. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que Draw prendrait une valeur de progression. Et lorsque l'on calcule le ratio ici, on n'a qu'à multiplier ce ratio par une valeur de progression. Bon, pour l'instant, ça ne changera rien. Mais si je lui dis maintenant de dessiner à 0,5, à 50%, on voit que ça va dessiner que la moitié de notre système. Et ça ne fonctionne pas idéalement parce que ici, il faut aussi que j'utilise ratio plutôt que le reste du calcul. Et là, on voit qu'on a dessiné que la moitié. Si je fais 0,1, ça va faire un tout petit graphique, 0,2 et ainsi de suite. Vous voyez comment les choses se déploient au fur et à mesure. Donc ça va permettre comme ça, avec une valeur de progression, d'animer notre graphique. Donc dans notre Connected Callback, on va sauvegarder la date du jour, donc la date au moment où en fait l'élément est ajouté au DOM, donc ça va nous donner quelque chose en millisecondes. On va aussi créer une constante qui sera la durée de l'animation. Moi je vais mettre 1 seconde, comme ça au moins vous pouvez le piloter. Et ensuite on va créer une constante que l'on va appeler draw, qui sera une fonction que l'on va pouvoir relancer et qui va pouvoir lancer notre fonction draw. Attention à ne pas confondre, là c'est une fonction locale et là c'est notre fonction. À ce niveau-là, c'est très simple, il suffit de prendre la différence du temps par rapport à no, donc on fera un date.no moins no, et on le divisera par la durée. Ça nous donnera une valeur qui sera comprise entre 0 et 1, voire plus de 1. Donc on va lui dire que si t est inférieur à 1, dans ce cas-là, on fera un vis.draw, et on dessinera avec la valeur de progrès qui sera t. Et ensuite, on lui demandera, lorsqu'on a un nouveau request animation frame, de relancer cette fonction-là. Maintenant, si t est supérieur à 0, supérieur à 1 plutôt, on lui demandera de dessiner directement notre graphique et de ne pas refaire de request animation frame parce que ce n'est pas nécessaire. Donc si on recharge la page, on n'a plus rien qui s'affiche parce qu'il faut lancer draw initialement. Donc là, on lui dira au prochain request animation frame, je veux que tu lances ma fonction. Et hop, vous voyez qu'on a comme ça cet effet d'apparition. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un effet d'accélération à l'animation. Donc pour cela, il suffit de se créer une fonction qui correspondra à l'animation. Alors moi, je vous le dis, c'est du copier-coller ici. J'ai pris isOutExpo. Donc c'est une fonction qui prend x qui sera un nombre et qui fera en sorte que cette valeur accélère ou décélère. Donc ici, on lui dit si x est égal à 1, je veux renvoyer 1. Par contre, sinon, je veux que tu renvoies 1.mat.po de 2 multiplié par moins 10 fois x. Ça fera une courbe avec une accélération. Si vous voulez tester ça, vous pouvez utiliser, il y a plein de sites qui permettent de faire ça, mais il y a celui-ci qui est pas mal. Hop, ça permet de dessiner un joli graphique. Donc nous, on va zoomer parce que ce qui nous intéresse, c'est entre 0 et 1. Voilà. Et en fait, c'est 1 moins 2 puissance. Alors, le puissance, c'est l'accent circonflexe. C'est x multiplié. Alors, attention, là, le multiplié, on le veut en haut. Donc, on va faire moins 10 multiplié par x. Voilà cette courbe à quoi elle ressemble. Donc, plutôt que d'aller tout droit, comme par exemple la courbe x, elle va faire un effet d'accélération. Et en fait, en modifiant cette puissance, on peut avoir un truc qui est plus ou moins accéléré. Donc là, encore une fois, je vous l'explique, mais vous pouvez largement trouver cette fonction sur Internet et vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur. Donc plutôt que de lui donner directement ici la valeur de progrès qui sera t, je vais utiliser isOutExpo pour accélérer les choses. Et vous voyez qu'on a maintenant, hop, un effet avec une accélération et une décélération. On a peut-être un truc qui est déconcertant, c'est que là, la dernière ligne, elle vient manger ce cercle au fur et à mesure, ce qui est peut-être un petit peu perturbant. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est simplement modifier cette partie ligne et plutôt que de le faire à ce niveau-là, vous le faites ici en prenant directement Start. Voilà, ça vous permet de modifier qu'est-ce qui va être utilisé. Mais du coup, c'est ce dernier bout qui va être mangé. Donc à vous de voir l'élément que vous estimez le plus intéressant. Autre petit détail, en général, les graphiques commencent plutôt par le haut, ici. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a tout paramétré. Dans ce cas-là, il faut simplement lui demander de démarrer avec un angle qui sera égal à moins un quart de cercle. Donc ici, on lui demandera de faire un mat.pi divisé par 2. Et on fera
divisé par -2, histoire d'avoir une valeur négative. Et ici, on commence en haut, ça veut dire que le point initial sera à 0 en x et -1 en y. Voilà, et là, on a un graphique qui est correct. On peut se dire aussi pourquoi le graphique va vers le bas et dans les sens des aiguilles d'une montre plutôt que d'aller dans l'autre sens, étant donné que normalement les cosinus vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout simplement parce que l'axe est ordonné dans le sens inverse du sens trigonométrique, c'est-à-dire qu'on a l'axe des y qui pointe vers le bas. Donc forcément, tous les données sont inversées et c'est pour ça qu'on a les choses qui se font comme ça. Donc là, encore une fois, vous voyez que avec juste un petit peu de code, on a mis en place un effet d'animation et c'est pas trop compliqué par rapport au code initial que l'on avait. On a juste mis en place un système de progression et il nous a suffi de multiplier le ratio pour obtenir le résultat. Alors si vous voulez un effet de hover sur les différents chemins, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de rajouter simplement du CSS. Donc nous, au niveau de notre shadow, on fera un const style égale document.createElement. On crée un élément classique, ce coup-ci, pas un élément NS. On fait un style, ensuite on fait un style.innerHTML. On va lui donner ici de la structure. Donc on peut préciser que par défaut, le host, donc ça veut dire le pie chart, va être en display block. Et on précisera qu'il sera en position relative. Donc ça nous servira aussi pour les éléments enfants. Mais ce que l'on peut faire, c'est préciser que le chemin, ici, lorsque l'on passe dessus, on va avoir un curseur qui sera à pointer. On va avoir une transformation, plutôt une transition sur l'opacité qui durera 300 millisecondes. Et lorsque l'on passe sur un chemin, on veut que l'opacité passe à 0,5. Et ensuite, notre style, on l'ajoute à notre shadow. .appendChild et on ajoute notre partie style. Si je regarde, lorsque je passe dessus, on a bien cet effet comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour lui dire que les SVG vont avoir une largeur de 100%, donc pour qu'ils prennent l'ensemble du contenu qui est alloué. Et dans ma partie index.html, je vois que là j'ai donc deux graphiques de 100 pixels, mais si je venais à mettre une valeur plus grande, mes graphiques vont s'adapter. Donc le parent peut piloter les choses, et à ce niveau-là, on s'assure juste que le graphique soit toujours sur la totalité de la dimension. Et vu que c'est du SVG, évidemment, on peut zoomer puissance 1 million sans que ça pose aucun problème. Alors, nous, on va mettre juste 500, voilà, pour que ça soit assez grand par rapport à notre système. Si on ne met pas de display block, le petit inconvénient, c'est que les SVG ne se scalent pas correctement. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ils avaient une taille un peu particulière. Donc un display block permet d'assurer que l'élément se comporte comme un autre élément HTML. Je trouve que c'est plus naturel que par défaut un display inline qui n'est pas forcément intuitif. Si on le souhaite, on peut aussi rajouter la possibilité de personnaliser les couleurs. Alors là, c'est très simple. Hop, je vais juste faire ça et changer les valeurs. Je vais copier des valeurs que j'ai depuis un autre graphe. Donc on peut aussi mettre des flottes. Vous voyez, là j'ai mis un 22.2, histoire de brouiller les pistes. Mais si on veut comme ça piloter les couleurs, il suffit au moment de notre déclaration de couleur à ce niveau-là. Donc on faisait appel à colors. Mais à ce niveau-là, on lui dit de faire un this.getAttribute. On récupère les couleurs. Et si ces couleurs existent, on va utiliser un split et on va les séparer par un point virgule. Si ces couleurs n'existent pas, dans ce cas-là, on fera un tableau. Donc si ça n'existe pas dans votre version de JavaScript, vous pouvez rajouter un polyfill ou mettre une condition supplémentaire ou du ternaire, à vous de voir. Là, c'est supporté sur Chrome, donc j'hésite pas vraiment à le faire. Voilà, et là, on a notre graphique avec justement les colorisations. Donc il y a, combien j'ai mis de couleurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs, et là ça me fait bien 7 couleurs, et après ça revient à l'état initial. Donc le problème c'est que les couleurs initiales sont tellement foncées qu'on dirait qu'elles sont les mêmes, mais ça fait bien une boucle. Donc le dernier point qui nous reste à faire, c'est les libellés. Donc on aimerait bien avoir des libellés flottants sur chacune de nos formes. Donc on va créer un libellé qu'on va appeler jaune, ensuite vert, ensuite orange, bleu, rouge, et le dernier on va l'appeler bleu clair. Et on va mettre labels avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Alors pour les labels, on va avoir besoin de créer des divs, et ces divs, on va les positionner de manière absolue.
Et on va les positionner pour s'arranger à ce que ça soit sur le bord à chaque fois de chacune de nos parties de nos graphes. On peut les positionner absolument comme on veut. Là, je prends une décision parce qu'il faut bien en prendre une, mais pareil, vous pouvez même paramétrer ça. C'est à vous d'imaginer les choses. Donc comme on l'a fait pour lines et chemin, on va aller créer un tableau qui contiendra l'ensemble de nos labels. Donc on fera un vis. Alors quoique, attendez, je réfléchis. Mieux vaut quand même récupérer les labels en amont. Voilà, donc on fera un const labels égale vis.getAttributes. On va récupérer l'attribut labels et cet attribut, on va le splitter par un point virgule. Si ça n'existe pas, on renverra un tableau vide. Comme ça nous permet ici de louper non pas sur les formes, les datas, mais directement sur les labels. Et on lui demandera de mapper. On récupérera le label et c'est tout ce que l'on aura besoin de faire. On n'aura pas besoin de l'index, contrairement aux autres fois. Mais d'ailleurs ici on n'avait pas besoin de l'index non plus. Voilà, donc pour ces labels, on va créer une div. Donc on va faire un const label égale document.createElement et on crée une div. À l'intérieur de cette div, on va mettre le texte. Donc on fera un inner text et on définira label. Et ensuite, on l'ajoute à notre shadow DOM. Donc on fera un shadow.appendChild et on rajoute notre label. Et on retourne le label à la fin pour pouvoir l'utiliser. Bon, apparemment, j'ai tout explosé. Donc on va regarder dans notre console ce qui se passe. On me dit que label a déjà été déclaré. Et effectivement. Donc là, on va l'appeler label element. Ou div tout simplement. Ça sera plus rapide. Hop, ça parlera un petit peu moins, mais donc là on va la dire div, appendChild div, et ici on retourne div. Voilà. Donc on voit bien qu'on a nos différentes divs qui s'affichent ici. Alors ces divs, on va venir les positionner de manière absolue et leur donner un petit peu de style. On peut le faire au travers du CSS que l'on avait écrit ici. Hop. Donc le CSS qui est spécifique à notre Shadow DOM, donc on n'a pas besoin d'être spécifique à ce niveau-là. On peut mettre directement un div, ça n'affectera pas la page parente. On mettra un top 0, un left à 0, un font size un petit peu réduit, parce que sinon ça va être un petit peu trop gros. On va mettre un petit peu de padding, histoire que la boîte soit un petit peu plus jolie. On utilisera une transformation avec un translate à moins 50%, moins 50%. Donc ça permettra, lorsque l'on positionnera l'élément, de positionner le centre de notre boîte. On mettra un background color et on mettra une variable qu'on appellera tooltip pg. Et sinon, si cette variable n'existe pas, on mettra du blanc. C'est intéressant d'utiliser les variables CSS parce que ça veut dire que depuis le parent, on va pouvoir changer la valeur. Si par exemple je le souhaite ici, je peux préciser que pour nos pie charts, hop, je ne sais pas pourquoi j'ai créé un nouveau sélecteur, c'est pour le supprimer plus facilement après, mais je peux lui dire que là j'ai envie d'avoir du red par exemple, et tous nos éléments sont en rouge. Donc vous pouvez après faire un peu ce que vous voulez à ce niveau-là. Je vais peut-être au niveau de mon body ici mettre un font family sans serif, pour que ça soit légèrement plus joli. Voilà. Donc là on est bon, et maintenant on va positionner nos éléments dans notre partie draw. À ce niveau-là, juste avant de rajouter à l'angle, ici, on va avoir besoin de positionner les labels. Alors le truc, c'est que nous, on rajoutait le ratio multiplié par 2, multiplié par mat.pi. Ça nous permet de connaître le point final. Si on veut connaître le point à la moitié, il faudra faire ratio multiplié par pi et rajouter ça à l'angle. Donc histoire de ne pas complexifier ce bout de code qui est déjà quand même pas mal complexe, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler positionLabel. On va lui donner un label qui sera quelque chose de type HTML div element et on lui passera un angle qui sera une valeur d'angle. Pareil, n'hésitez pas à commenter, c'est vrai que j'ai tendance à pas bien le faire. C'est pas un bon exemple que je vous montre. Donc ça c'est un HTML div element ou un defined parce que parfois on pourrait ne pas avoir des labels. Et ensuite, l'angle ça sera un number. Et ici ça positionne le label correctement en fonction de l'angle. À ce niveau-là, on n'a plus qu'à lui dire, hop, ici, je veux que tu fasses un vis.positionLabel. Le label, je prends un vis.label, ce qui sera forcément un tableau, et je lui donne l'élément à l'index k. Soit ça existe et ça me donne une valeur, soit ça n'existe pas et ça ne me donne rien. Ensuite, la valeur de l'angle, ça sera l'angle plus le ratio multiplié par mat.pi. Je ne multiplie pas par 2 parce que je veux la moitié. À ce niveau-là, au niveau de notre position label, je vais lui dire si on n'a pas de label, ou on n'a pas d'angle d'ailleurs,
ben, je retourne. Je ne fais rien parce que je ne peux rien faire. Dans le cas contraire, je récupère un point à partir de l'angle. C'est l'avantage d'avoir créé cette méthode-là. On voit qu'elle nous est utile à pas mal d'endroits maintenant. Et ensuite, je fais un label.style, .setProperty, et je vais venir modifier la propriété en top. Et la propriété en top, ça sera la valeur du point en Y. Hop. Donc ici, on mettra point.y. Et cette valeur-là, on la multipliera par 100 pour avoir ensuite une valeur en pourcentage. On fera la même chose pour left, que l'on mettra avec un point.x multiplié par 100, et on obtient ce résultat-là. À première vue, le vert il semble bien placé, mais alors par contre les autres, on ne sait pas trop où ils sont. Si on regarde notre structure, les valeurs paraissent correctes. En fait, il y a un petit détail auquel il faut faire attention, c'est que l'axe de notre SVG, il est à 0 à ce niveau-là, et il va de 1 à moins 1. Alors que l'axe du relatif, en CSS, il va de 0 à 1. Donc là, il va falloir faire en sorte que nos valeurs soient décalées. Donc on va pour cela multiplier par 0,5 et ensuite rajouter 0,5. Comme ça, une valeur qui va entre moins 1 et 1 ira maintenant entre 0 et 1. Et je fais bien attention à la priorité des opérations, je mets ça entre parenthèses. Si je sauvegarde maintenant, on voit bien que nos petits labels vont bien se placer à l'extrémité de chacune de nos formes. Ce que l'on pourrait faire, c'est avoir un paramètre qui permettrait de régler la proportion de l'angle. Si par exemple ici, je divise par 2, ou je multiplie par la moitié, hop, ça me donnera des éléments qui vont se situer à la moitié de chacune de nos formes. Et pareil, je peux comme ça modifier la valeur suivant où je veux placer mes libellés. Donc ça peut être intéressant si vous voulez gérer les choses différemment. Et vous pouvez aussi multiplier par une valeur qui serait supérieure à 1 pour avoir des libellés en dehors de votre graphique. Bon, évidemment, après, il faudrait prévoir l'espace correctement pour mettre un peu de padding autour de notre SVG. Mais tout est paramétrable, c'est l'avantage, vous avez la main sur ce système-là. Donc nous, on va rester sur ça. On va peut-être modifier ici, j'ai peut-être été ambitieux sur le 0,6, ça fait un peu petit. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Et le dernier truc que l'on veut mettre en place, c'est ne pas les afficher et ne les afficher qu'au survol. Donc à ce niveau-là, je vais mettre une opacité à 0 et on va lui dire que si la div à la classe isActive, elle aura une opacité à 1. Et je vais lui préciser aussi que on va avoir une transition sur l'opacité. Et cette transition, elle sera à 0,3 secondes. D'ailleurs, c'est peut-être pas utile de faire en sorte que les éléments soient animés. Si vous estimez que l'utilisateur ne va pas pouvoir passer en survol sur les graphiques le temps que ça s'affiche, vous pouvez rajouter une condition ici pour ne positionner les labels que si le progrès est égal à 1. Comme ça, vous économisez en performance et vous évitez de modifier des divs alors que ce n'est pas utile. Voilà. L'avantage, c'est que vu que notre système va les masquer par défaut et on ne pourra les afficher qu'au survol, voilà, ça fonctionnera bien. Maintenant, il faut détecter lorsque l'on passe sur les chemins. Donc on va utiliser des event listeners au niveau de nos chemins que l'on a lorsqu'on construit notre structure SVG. Et on va se créer deux méthodes qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite. On va créer une méthode handlePathOver qui prendra en paramètre l'index k et qui rendra le chemin visible. Donc là, on prendra l'élément qui correspond au label à l'index k et on lui demandera de prendre le style. Alors, on mettra un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si ça existe. Et on mettra le class list et on rajoutera active, isActive. Lorsque l'élément devient masqué, donc handlePathOut, on lui demandera de supprimer la classe isActive, tout simplement. Donc là, pareil, hop, je rajouterai des commentaires au pire pour les fonctions que j'ai oubliées pour ceux qui auraient accès au code source. Donc là, on mettra gère l'effet lorsque l'on quitte l'élément, la section du graphe. Et on fera la même chose, hop, au-dessus, c'est-à-dire l'effet lorsque l'on survole une section du graphe. Et on mettra k, c'est index de l'élément survolé. Au niveau de notre construction de la structure HTML de notre SVG, lorsque l'on construit nos différents chemins,
Donc c'est à ce niveau-là. On va pouvoir rajouter les event listeners. On fera un path.add event listener. On lui dira lorsque on passe dessus, je veux que tu lances une fonction qui fera un this.handlePathOver et tu lui passeras l'index k ici. Lorsque tu passes en dehors, donc tu quittes le survol, je veux que tu fasses un handlePathOut. Et voilà comment on peut avoir notre effet avec le survol qui afficherait les éléments. Vous pourriez aussi en profiter pour lui dire, lorsque tu passes sur un élément, ben, j'aimerais bien faire un dispatch et renvoyer un nouvel événement. Et on fera un new custom event. On enverrait un événement qu'on appellerait section over. Et on lui passerait comme objet un detail. Et en detail, on lui donnerait la valeur k qui correspondra à l'index de l'élément survolé. L'avantage, c'est que si ensuite, dans notre script, à ce niveau-là, on a envie de rajouter de la logique et lui dire, hop, par exemple, le premier élément, on va lui donner un ID, ID égale démo. Donc je fais un démo égale document.querySelector et je sélectionne l'élément à l'ID démo. Je peux lui dire, lorsque on a un section over, je veux récupérer l'événement et à ce niveau-là, je pourrais récupérer l'élément qui a été sélectionné. Ce qui permettrait, si jamais on a un graphique qui se situe en dehors de notre diagramme, ben, ou plutôt une légende, de pouvoir mettre en surbrillance la légende qui correspond. Et vous voyez qu'on a cet événement qui est renvoyé. Donc c'est toujours intéressant parce que ça permet ensuite d'avoir notre script qui est un peu plus extensible. Mais en tout cas, ben là on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, en tout cas comme base pour ce graphique-là. Comme vous le voyez, ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessairement très complexe à mettre en place et on peut obtenir un graphique qui a l'air très sympa assez rapidement. Et on a l'avantage ici d'avoir entièrement la main sur tout ce qui se déroule à l'intérieur de notre code. Donc si on souhaite rajouter de la personnalisation et des fonctionnalités supplémentaires, on peut se servir de ça comme base. Donc après, n'hésitez pas à séparer en plus de fonctions ou en séparant, ou n'hésitez pas à créer d'autres classes. Par exemple, ça serait intéressant d'avoir les libellés qui sont dans une classe dédiée, par exemple un système de légende aussi qui serait dans une classe dédiée, pour pouvoir avoir une meilleure structure. Mais là, ce que je tenais à vous montrer, c'était la structure de base à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres choses qui vous semblent compliquées et que vous voulez voir expliquées à travers des vidéos, n'hésitez pas à poster un commentaire. C'est toujours une source d'inspiration intéressante pour faire de nouvelles vidéos. Ciao!